bonjour à tous. Alors je vais juste dire quelques mots encore un petit peu en plus sur moi. Donc moi je suis astrophysicien. Je travaille donc comme vous l'avez dit à l'Observatoire de Meudon. Alors ma spécialité à moi c'est la planétologie, l'étude des planètes, en particulier ce qu'on appelle les exoplanètes, c'est les planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. Et mon étude, moi, c'est la formation de ces exoplanètes. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas à proprement parler mon thème de recherche, mais ces effets de marée, c'est quelque chose qu'on rencontre partout dans l'univers, à toutes les échelles, de la plage où on va passer ses vacances jusqu'aux galaxies les plus grandes. Alors, les effets de marée, c'est à la fois très simple et très compliqué. Alors, il y a une manière très simple d'appréhender les effets de marée. Si vous allez au bord de la mer, vous voyez la mer qui avance et qui recule. Tout le monde sait que c'est plus ou moins lié à la Lune. On peut s'arrêter là, ça, voilà, pour la plupart des gens, ça va suffire. Mais en fait, si on commence à gratter un petit peu, on va s'apercevoir que les effets de marée, c'est extrêmement compliqué. À bien des aspects, c'est un des phénomènes les plus complexes à comprendre, et en particulier les effets de marée sur la Terre. En fait, on va partir aujourd'hui de la Terre, de ce que vous connaissez tous, c'est-à-dire les effets de marée dans les océans, et on va s'éloigner, on va reculer, on va faire la Terre, la Lune, on va faire Mercure, on va faire Saturne, les anneaux de Saturne, les satellites de Jupiter, mais plus on va s'éloigner, plus ça va être finalement simple. Ce qu'il y a de plus complexe à comprendre, finalement, c'est les effets de marée sur la Terre, les effets de marée océaniques sur la Terre. C'est un phénomène très compliqué, et parmi mes collègues, je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus qui savent comment marche, par exemple, une étoile à neutrons, ou ce que c'est qu'une supernova, que de collègues qui maîtrisent vraiment ce que c'est que les effets de marée. Et même moi, je vais être franc, je ne maîtrise pas à fond tout. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. Alors je vous rassure, aujourd'hui, on va faire ça de manière très simple. Je vais essayer de vous parler de l'essentiel. Alors, si c'est trop simple, je m'excuse d'avance. Si c'est trop compliqué, je m'excuse d'avance aussi. Si vous avez des questions à la fin, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, sur ce transparent inaugural, vous voyez par exemple 3 applications, a priori un petit peu non intuitives, des effets de marée dans le système solaire. Vous avez en haut le satellite Io de la planète Jupiter, qui est un satellite, c'est l'enfer sur Terre, avec des volcans actifs partout. C'est extrêmement chaud, alors qu'on est très loin, mais ça, c'est dû aux effets de marée de la planète Jupiter sur Io. Le deuxième, j'espère c'est un scoop pour personne, la planète Saturne. Les anneaux de Saturne, on verra que les anneaux de Saturne sont une conséquence directe des effets de marée. Et troisièmement, alors ça, c'était avant votre naissance à vous, c'était le début de ma carrière à moi en sciences, c'est la désintégration d'une comète, quelque chose de très spectaculaire, qui a foncé dans Jupiter, qui s'est désintégré aussi par effet de marée. Allez, on attaque. On va attaquer par des choses très simples. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un effet de marée? Alors, si on devait résumer ça en une phrase, ça serait les effets de marée, c'est dû à la force de gravitation différentielle en plusieurs endroits d'un solide qui est soumis à une force d'attraction. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Prenez le cas, par exemple, le plus simple possible. Vous avez la Terre à gauche, vous avez la Lune à droite. Comme la Terre a une taille finie, ce n'est pas un point, le côté de la Terre qui est plus proche de la Lune est un petit peu plus attiré par la Lune que le côté de la Terre qui est le plus éloigné. Autrement dit, alors on va faire comme ça, si la flèche veut bien apparaître quelque part, voilà. Ici, la force de gravitation de la Lune est un peu plus forte que là, d'accord? Alors, si la Terre n'était pas un corps solide, s'il n'y avait pas une force de cohésion de la Terre, si la Terre, c'était juste des petits points de sable qui flottent librement dans l'air, ce qui devrait se passer, c'est que ce point-là, il devrait avoir une orbite plus rapide autour de la Lune que ce point-là. D'accord? Autrement dit, ce point-là ne devrait pas du tout rester à cette distance-là de ce point-là. Vous devriez avoir ce qu'on appelle un effet de cisaillement. Les lois de Kepler vous disent que ici, vous avez une orbite. Décidément, j'ai un petit peu de mal avec cette flèche. Vous avez une orbite différente de là. D'accord? Donc, les deux points qui sont là et là, ils ont fortement envie de divorcer l'un avec l'autre, de se séparer de l'un de l'autre et de s'éloigner à jamais. Mais comme la Terre, c'est un corps solide, elle les force à rester ensemble. Et ça va créer une tension. Alors, le meilleur moyen de le voir, c'est de se placer dans le référentiel de la Terre elle-même. Si vous êtes dans le référentiel de la Terre, centré sur le centre de gravité de la Terre, on va dire qu'il est au centre de la Terre, voilà ce qui se passe. Vu de la Terre, la force de gravité de la Lune, décidément, voilà, elle est donc plus forte ici qu'au centre de la Terre. Donc cette fois-ci, on a une force qui est dirigée vers la Lune. Et alors là où ça devient un peu contre-intuitif, c'est que si vous êtes maintenant du côté opposé à la Lune, la force de gravitation locale, l'effet de la gravitation, c'est un effet répulsif. Autrement dit, ici, vous avez tendance à
la matière a tendance à vouloir s'éloigner de la Lune. D'accord ? Donc, autrement dit, si on se place dans le référentiel centré, le référentiel local sur la Terre, elle a envie de se déformer comme ça à cause de l'effet différentiel de la force de gravitation qu'exerce la Lune sur elle. D'accord ? Alors là, évidemment, ce n'est pas du tout à l'échelle. Hein. Encore une chance que la Terre, à cette échelle-là, ça ferait plus de 1500 km de déformation. Une chance que les effets de marée, ce n'est pas ça. C'est un schéma pédagogique, mais voilà le principe. Alors, il va bien falloir à un moment donné voir quelques petites équations. Alors, je vous rassure, ce sera le seul transparent avec des équations. Alors, si on exprime ça de manière assez simple, on va vraiment faire très simple, on va essayer d'exprimer la force de gravitation différentielle entre ces deux points, le plus proche et le plus éloigné de la Lune. D'accord ? Alors, il n'y a pas de secret, hein, j'espère que c'est un scoop pour personne. Donc, la force de gravitation, c'est en Gm sur R2. Donc, vous avez Gm sur R2. Alors, oui, je n'ai peut-être pas précisé, dr, c'est la distance entre les deux points, c'est-à-dire le diamètre de la Terre, finalement. R, c'est la distance Terre-Lune. Donc, Gm sur R2 moins Gm sur R moins dr au carré. D'accord ? Si on fait l'approximation que dr sur R est plus petit que 1, ce qui n'est pas complètement faux, vous avez une idée des échelles de grandeur, là ? Est-ce que quelqu'un a une idée, par exemple ? Est-ce que quelqu'un a une idée de rayon de la Terre par rapport à la distance Terre-Lune ? L'ordre de grandeur, hein, pas au centimètre près ? D'accord. Non, mais même... Alors, je vais vous aider. Le rayon de la Terre, 6000 km à peu près, donc le diamètre 12 000. La distance Terre-Lune ? Allez, on va dire à la louche, on va laisser peser un peu moins de 400 000 km. D'accord ? Donc, effectivement, c'est correct. Hein, on est dans un facteur à peu près quelques pourcents. C'est donc petit. Alors, si donc vous posez ça, vous faites des petites transformations, dr sur R est petit, vous faites un petit développement limité, en gros, vous allez trouver que la force différentielle de gravitation, elle est proportionnelle à 1 sur R cube, à dr sur R cube. Donc la force de marée, c'est un truc important, elle ne dépend pas de R carré, comme la gravitation spontanément, c'est en R cube. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui varie extrêmement fortement avec la distance. Évidemment, plus on se rapproche du corps qui exerce l'action gravitationnelle, plus la force de marée va augmenter de manière extrêmement forte. D'accord ? Alors, voilà, donc maintenant, c'est vraiment ça qu'il y a à retenir, c'est cette dépendance en R cube. Alors là, j'ai évidemment fait une vision extrêmement simplifiée. En réalité, il faudrait pas seulement calculer la force de marée à ces deux points extrêmes-là, il faudrait la faire en tous les endroits de la Terre. Ça vous donnerait un schéma à peu près comme ça. Voici la force de gravitation différentielle en tous les points du globe terrestre due à l'effet de la Lune. D'accord ? Alors, maintenant, on va commencer par les choses les plus évidentes, mais qui sont aussi les plus compliquées. La manière la plus évidente pour nous d'appréhender les marées, c'est les marées océaniques. C'est ce qu'on voit quand on va au bord de la mer. Alors, les marées océaniques, elles sont dues à deux choses, la Lune et le Soleil. Alors, le terme dominant, c'est un peu, on va dire, la plupart du temps, parce que vous allez voir que pour les marées, c'est tellement compliqué qu'il n'y a quasiment aucun endroit où c'est partout pareil sur Terre, mais on va dire que la plupart du temps, c'est la Lune qui domine l'effet des marées. Alors, la Lune, alors là, je le vois très bien sur mon écran, alors je ne le vois pas du tout projeté ici. Est-ce que vous voyez la zone un petit peu bleue qu'autour de la Terre, là, la déformation ? C'est un petit peu limite, mais on va dire qu'elle est là. Donc, vous avez ici la Lune. Alors, je vais essayer encore avec cette petite flèche. Vous avez ici la Terre, et vous avez ici, de manière très exagérée, la déformation. On va supposer que la Terre est recouverte d'un océan qui recouvre toute la Terre, et qui est déformé comme ça à cause de la Lune. D'accord ? Donc, vous avez une déformation ici, et une déformation là. D'accord ? Donc, la Lune impose un cycle de 2 marées journalières sur Terre. Attention, pas une, 2. Alors on pourrait dire c'est bizarre parce que, a priori, il faut attendre à un endroit donné, on pointe vers la Lune, la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures, et puis il faut attendre 24 heures avant de repointer vers la Lune. Oui, mais on oublie quelque chose. C'est qu'en fait, il y a 2 marées. Il y a 2 marées à 2 endroits opposés. Vous avez une marée très forte ici, et vous avez aussi une marée très forte de l'autre côté. Il ne faut jamais oublier ce terme un peu contre-intuitif que le côté opposé à la Lune va voir une marée d'une amplitude presque aussi grosse que le côté qui regarde la Lune, en fait. C'est pour ça que vous avez, alors,
encore une fois, la plupart du temps, ce n'est pas partout vrai sur Terre. Il y a des endroits sur Terre où il n'y a qu'une marée par jour, mais dans la plupart des cas, vous avez 2 marées par jour, qui correspondent en fait à ces 2 lobes qui vont pointer vers la Lune et à l'opposé de la Lune. Et le cycle de ces 2 marées se répète toutes les 24 heures et 50 minutes. On pourrait se dire, pourquoi ce n'est pas 24 heures tout court? Pourquoi c'est 24 heures et 50 minutes? Un petit peu plus. Pourquoi? Parce que la Terre, certes, tourne sur elle-même en 24 heures, mais la Lune tourne autour de la Terre. Donc pour revoir la Lune dans la même configuration par rapport à la Terre, c'est 24 heures et 50 minutes, parce qu'on doit prendre en compte le fait que la Lune, elle aussi, est en orbite autour de la Terre. Alors, ça c'est pour la Lune. Évidemment, il n'y a pas que la Lune. Il y a aussi le terme solaire. Alors en termes de gravitation pure, le Soleil a un effet très fort, même plus fort, la force de gravité du Soleil sur la Terre est plus forte que la force de gravité de la Lune sur la Terre. Mais attention, on est ici en 1 sur R3, la dépendance est en 1 sur R3. Donc comme le Soleil est beaucoup plus loin que la Lune, finalement, le terme lunaire l'emporte quand même sur le terme solaire. Grosso modo, on peut dire que le terme solaire, c'est 1/3 de la force du terme lunaire. Vraiment à la louche, parce que ça dépend vraiment de où vous êtes sur Terre. Et donc, le terme solaire, c'est en gros exactement la même chose. Le côté de la Terre qui pointe vers le Soleil est déformé, et le côté opposé, celui qui pointe à l'opposé du Soleil, est déformé de la même manière. D'accord? C'est exactement le même principe. Et ce terme solaire, voilà, il a une amplitude qui est environ de 1/3 l'amplitude du terme lunaire. Encore une fois, c'est une moyenne, et ce n'est pas vrai partout sur Terre. Alors maintenant, si on combine ces 2 actions, si on a l'action du Soleil et de la Lune, on voit qu'en fait, il y a des configurations spéciales dans ce balai à 3 entre la Terre, le Soleil et la Lune qui vont amplifier ou au contraire atténuer l'effet des marées respectives dues au Soleil et dues à la Lune. Alors la configuration qui amplifie le plus possible les effets de marée du Soleil et de la Lune, c'est la configuration quand le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés. Alors il y a 2 solutions. Soit elles sont alignées dans cette configuration-là, soit elles sont alignées dans cette configuration-là. C'est ce qu'on appelle les marées de vive eau, en termes nautiques, en termes marins. C'est quand vous avez les 2 bourrelets du Soleil, dus au Soleil et dus à la Lune, qui s'additionnent les uns aux autres. Et puis, vous avez la situation extrême d'un autre côté, la situation où les 2 marées s'atténuent l'une l'autre, c'est quand, évidemment, vous avez à peu près un angle droit entre la position respective de la Lune, du Soleil et de la Terre. Autrement dit, en termes astronomiques, eh bien, les marées de vive eau ont lieu pendant la pleine Lune ou la nouvelle Lune. Alors la pleine Lune, c'est quand on voit la Lune en entier éclairée par le Soleil, c'est quand la Lune est à l'opposé du Soleil dans le ciel. La nouvelle Lune, c'est à l'inverse, quand on ne voit plus du tout la Lune, elle est entre nous et le Soleil. Et l'effet et les marées de morte eau, ce sera quand vous êtes au premier, au dernier quartier de Lune. Parce que ici, évidemment, la Lune, encore une fois, la Lune a tendance à déformer le bourrelet de la Terre comme ça, alors que le Soleil a tendance de le faire comme ça. Donc les effets se compensent. Alors, c'est jamais des marées nulles, mais on voit que ça va moduler, au cours d'un cycle des phases lunaires, l'effet des marées solaires et lunaires. Alors ces moments où ces effets se combinent s'appellent les syzygies. C'est le moment où vous avez cet effet maximal, c'est au moment de la nouvelle Lune et de la pleine Lune. Et ça, si on fait un petit peu d'histoire, ça remonte à Isaac Newton. C'est Isaac Newton, vraiment le premier, qui a compris le mécanisme de base de ces marées lunaires et solaires qui s'amplifiaient ou qui ne s'amplifiaient pas. Alors là, je vous ai fait une description, mais hyper simplifiée du phénomène. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors déjà, je vous ai un petit peu menti. En réalité, le bourrelet, il n'est jamais comme ça. En réalité, si vous êtes marin, si vous habitez au bord de la mer, les Nantais ici, j'imagine que ça va être quelque chose d'assez classique pour vous, vous avez sans doute remarqué qu'il n'y a pas une coïncidence absolue entre la pleine Lune, la nouvelle Lune et la marée maximale. Il y a un décalage. Alors, ce décalage, il est assez compliqué à expliquer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est dû, et on va revoir ça encore dans les quelques minutes qui suivent, il est dû à la forme des océans,
à la taille des océans, à la profondeur des océans sur Terre. Alors, par exemple, une chose qu'on a simplifiée à l'extrême, c'est que l'axe de rotation de la Lune autour de la Terre autour du Soleil, et de la Terre sur elle-même, il y a 3 mouvements, la Terre tourne sur elle-même, la Lune tourne autour de la Terre tourne autour du Soleil, ces 3 axes de rotation, ces 3 plans de rotation ne coïncident pas. Alors, on pourrait presque dire que le plan de rotation de la Lune autour de la Terre et celui de la Terre autour du Soleil coïncident quasiment. 5 degrés de différence, c'est pas beaucoup, ça coïncide quasiment. Par contre, vous le savez sans doute, l'axe de rotation de la Terre sur elle-même, il est incliné de environ 23 degrés par rapport à l'axe de rotation de la Terre autour du Soleil. Et c'est quelque chose dont on ressent l'effet dans notre vie de tous les jours, c'est l'origine d'un phénomène fondamental qui rythme nos vies, c'est l'origine du phénomène des saisons. C'est le fait que ces 2 axes ne sont pas alignés l'un avec l'autre qui fait que nous avons des saisons sur la planète Terre. D'accord ? Alors, le fait que l'axe de rotation de la Terre soit incliné par rapport à l'axe de rotation de la Terre autour du Soleil et de la Lune autour de la Terre, ça va faire qu'en fait, le schéma que je vous ai montré là, où vous aviez en gros la Terre qui était comme ça, la Lune qui était là, on était parti du principe que la Terre tournait comme ça et que le bourrelet regardait toujours la Lune, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, ce qui se passe, alors là, le problème, c'est que ça va être une flèche noire sur quelque chose qui en même très sombre. Si vous avez ici l'axe de rotation de la Terre qui est sur cette ligne-là, enfin la ligne rouge, et le plan de rotation de la Terre qui est comme ça, vous voyez que la Lune pointe dans une autre direction, en fait, que le bourrelet n'est pas aligné avec l'axe de rotation de la Terre sur elle-même. Donc, en fait, si vous êtes un bonhomme ou une bonne dame qui habite là, d'ailleurs, je suis ravi de constater, petit aparté, que par rapport à l'époque où moi j'étais en prépa, il y a d'avoir plus de filles en prépa aujourd'hui que dans les années 80, donc je suis très content, j'espère que ça va continuer, voilà, je referme cette parenthèse. Donc, moi, j'étais dans une prépa, on était 44 garçons, 0 filles. Voilà. Donc, voilà. Je pense que c'est pas bien. Pour personne. Donc, voilà. Si vous êtes là, sur Terre, vous êtes à la latitude de Paris, à peu près. Latitude de Paris, 49 degrés. C'est la même latitude que Nantes, à peu près, grosso modo. 49 degrés, ici. Vous tournez comme ça. Vous allez vous retrouver ici. Vous tournez un peu comme ça, d'accord ? Le truc, c'est que ce n'est pas symétrique par rapport aux marées. C'est-à-dire que la marée qui va pointer vers la Lune, si vous êtes ici, regardez, quand vous êtes de ce côté-là, vous êtes plus près de l'endroit où le lobe est déformé par la Lune que quand vous êtes de l'autre côté. Quand vous êtes de l'autre côté, vous voyez que le lobe où il y a l'effet de la Lune maximum, il est là, en fait. Donc, en fait, vous devriez voir une dissymétrie. Vous devriez voir un cycle, sur ce cycle de 2 marées en 24h50, vous devriez voir une marée plus forte que l'autre, en fait. Vous devriez voir, si on montrait l'amplitude des marées, on devrait voir un truc comme ça. L'amplitude des marées, schématiquement, devrait faire une oscillation avec un pic élevé, un pic faible. En fait, non. En fait, non, ça ne fait pas ça. Vous pouvez vérifier, les 2 pics journaliers sont quasiment de la même amplitude. Alors, pourquoi ? C'est très compliqué. En fait, une manière de voir que c'est très compliqué, c'est de regarder ça. Ça, c'est l'amplitude et la périodicité des marées partout sur la planète Terre. Vous voyez que c'est un bazar pas possible. Il n'y a aucun endroit où c'est à peu près la même amplitude. Il y a des endroits où il y a une seule marée par jour. Alors, il y a un endroit très particulier, par exemple, qui est... Alors, c'est là que je vais vous montrer que je suis nul en géographie. Je crois que c'est par ici, qui doit être Tahiti. C'est un endroit où les termes lunaires s'annulent. À Tahiti, il n'y a que le terme solaire de marée. C'est quasiment à l'endroit où est l'île de Tahiti, il n'y a que des marées solaires, avec une périodicité de 24 heures. Il y a d'autres endroits où il n'y a quasiment pas de termes solaires, et c'est que des termes lunaires. Et pourquoi vous avez ces grandes variations locales des périodicités des marées et des amplitudes des marées ? Alors, même on le constate en France. La France, c'est quand même pas très grand comme pays, ça fait 1000 km à tout casser, mais il n'y a quasiment aucune marée en Méditerranée. Il y a des marées extrêmement importantes dans la Manche et dans la côte atlantique, aussi importantes, mais moins que dans la Manche. Donc, rien que sur un tout petit territoire comme ça, il y a des différences gigantesques. Pourquoi ? Parce que les marées, en fait, dépendent certes de la Lune et du Soleil, mais elles dépendent avant tout de la manière dont vont réagir les océans ou les mers à ces forces. Et la manière dont ils vont réagir dépend de leur taille, de leur profondeur, de leur forme.
c'est quelque chose de vraiment fondamental. Par exemple, pourquoi il y a des marées en général fortes dans l'Atlantique? C'est qu'il se trouve que dans l'Atlantique, il y a un effet de résonance. Un effet de résonance, comment on peut l'expliquer? Alors c'est quand vous avez deux phénomènes, deux actions physiques, périodiques, qui n'ont aucune raison d'avoir la même période, mais qui par hasard ont une période assez proche et qui vont s'amplifier. Le coup classique, c'est, alors vous n'avez sûrement pas encore des enfants, mais vous vous rappelez de l'époque où vous étiez enfant, où vous faisiez de la balançoire. Moi, je suis déjà passé dans l'autre camp, le camp du mal, qui pousse les enfants sur les balançoires. Et quand je pousse mes enfants sur la balançoire, évidemment, il y a deux manières de le faire. Il y a la manière stupide, qui serait de fermer les yeux, d'avoir mon fils qui fait sur la balançoire, et je pousse n'importe quand. Mais évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une manière assez maligne, c'est à chaque fois, pour minimiser votre effort, vous attendez que la balançoire a fait un tour complet, elle revient exactement au même endroit, vous donnez un petit coup, et en économisant vos muscles de parents qui sont en décroissance rapide, vous pouvez arriver à faire un effet très fort sur la balançoire de vos enfants. C'est un effet de résonance. La périodicité du pendule qu'est la balançoire va coïncider avec le moment où vous fournissez un effort. Et bien là, c'est pareil. Dans l'océan Atlantique, la manière dont réagit l'océan Atlantique à une perturbation, en gros, dans l'océan Atlantique, les marées, elles circulent un peu comme ça. Elles partent d'ici, elles tournent dans ce sens-là. Alors, il y a un cycle dans l'Atlantique Nord et un cycle dans l'Atlantique Sud, autour de ces deux points-là. D'accord? Et il se trouve que dans l'Atlantique Nord, et il n'y a aucune raison, mais c'est un hasard assez heureux, enfin, ou malheureux, ça dépend si on n'aime pas les marées, c'est que le temps que l'onde de marée traverse l'Atlantique comme ça, c'est à peu près, c'est à peu près 12 heures. À peu près 12 heures, 12h20. C'est-à-dire exactement, quasiment exactement, la moitié d'un cycle de marée lunaire. Donc il y a un effet de résonance entre la manière dont l'océan Atlantique réagit à une marée, c'est-à-dire qu'il y a une onde qui se propage. C'est comme dans une baignoire, hein, vous faites des petites, vous essayez de patauger votre canard dans la baignoire, ça fait des petites vagues, et elle se propage à une certaine vitesse. Suivant la taille de la baignoire, la profondeur de la baignoire, vous pouvez avoir des très fortes vagues parce qu'il y a un effet de résonance. Là, c'est un peu pareil. Et il se trouve qu'il y a un effet de résonance entre le terme de marée lunaire et la manière dont l'océan Atlantique répond à ces perturbations. Alors, il y a d'autres endroits où ça ne se fait pas du tout. Il y a d'autres endroits où il y a des résonances avec le terme solaire. C'est un bazar pas possible. C'est extrêmement compliqué, les marées. Donc, on peut très facilement expliquer la raison à l'ordre zéro, mais quand on va dans les détails, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et alors maintenant, on va commencer à prendre un petit peu de recul. Maintenant qu'on n'a rien compris aux marées terrestres, on va essayer de voir comment on peut s'éloigner et comprendre l'effet global sur le système Terre-Lune. Alors, il y a encore une chose qu'on a un peu simplifiée, c'est que, quand je vous ai dit que le bourrelet regardait toujours vers la Lune, ce n'est pas tout à fait vrai. Ça serait vrai si la Terre était un fluide parfait, sans aucune viscosité, qui réagit immédiatement à la gravitation lunaire. Mais en réalité, non. La Terre tourne sur elle-même, d'accord? Donc, si on simplifie un petit peu, on peut être dans une situation un peu comme ça. Vous avez ici la Lune qui est là. En théorie, le bourrelet devrait être ici. Hein, mais en fait, il est un peu décalé, il est un peu en avance. Pourquoi? Parce que la Terre tourne sur elle-même. Et elle tourne sur elle-même plus vite que la Lune tourne autour de la Terre. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Et la Lune tourne autour de la Terre en à peu près 27 jours, un peu plus. Donc, en fait, le bourrelet, la Terre, a envie d'emporter le bourrelet avec elle. D'accord? Donc en réalité, le bourrelet, comme la Terre, même les océans sur Terre, ce n'est pas quelque chose de complètement. Il n'y a pas de frottement, il y a une fluidité parfaite. Il y a toujours des frottements, une dispersion, qui fait que la Terre, le bourrelet de la Terre, est toujours un petit peu en avance sur la direction de la Lune. Il y a toujours un angle ici entre la direction du bourrelet principal et la direction de la Lune. D'accord? Et la Lune, ce qu'elle a envie de faire, c'est à chaque fois, elle a envie de ramener la Terre dans l'alignement. La Lune, vous voyez bien, première année de prépa, vous avez dû voir quand même, vous avez vu les couples, j'imagine, à un moment donné, les couples, quand on exerce une force, non pas par un effet de couple, avec un effet de levier, vous avez que la Lune qui est là a envie elle exerce un couple sur la Terre déformée par les marées, qui a envie de ramener la Terre dans l'alignement avec la Lune. Donc en permanence, vous avez ce jeu, cette compétition entre la rotation de la Terre qui a envie d'emporter le bourrelet en avant, loin de la Lune, et la Lune qui le ramène en permanence vers elle. Et il y a un angle entre les deux, et en permanence, ça fait quoi? Ça fait que les effets de marée font dissiper de la chaleur dans la Terre. Ben oui.
c'est ce frottement qui a envie de ramener toujours l'axe de la Terre, l'axe du bourrelet de la Terre dans la direction de la Lune, va exercer ce couple qui va ralentir la rotation de la Terre. D'accord ? Mais pour ralentir la rotation de la Terre, on perd de l'énergie. Cette énergie, il n'y a qu'un moyen de la perdre, c'est sous forme de chaleur. Ça chauffe. Alors, l'effet de chauffage est assez minimal, mais par contre, l'effet de ralentissement, lui, il est réel. Hein. La Terre ralentit régulièrement sa rotation sur elle-même à cause de l'effet de la Lune. Alors, ce n'est pas beaucoup, alors dans quelques instants, c'est de l'ordre du milliseconde par siècle. Mais, non, oui. Je vous rappelle quand même qu'on est là depuis 4 milliards, enfin, on est là, la Terre est là depuis 4,5 milliards d'années, donc il y a eu le temps quand même. Donc, c'est un effet qui est réel. Et attention, là, c'est l'effet de la Lune sur la Terre. On va voir que l'effet de la Terre sur la Lune est bien plus fort que ça. Alors, on peut remonter à l'histoire de la période de rotation de la Terre sur elle-même et voir qu'effectivement, elle a ralenti au cours du temps. Alors là, c'est un graphe qui, alors, je le vois bien sur mon écran. Je vous rassure, il est aussi assez rébarbatif sur mon écran, mais moins que pour vous quand même. Donc, vous avez ici le temps, ça c'est le présent. Ici, vous avez la naissance de la Terre, à 4,5 milliards d'années. Ici, vous avez la longueur du jour terrestre. Occupez-vous pas de la courbe rouge. Alors, ça, c'est aujourd'hui, c'est 24 heures. Voilà, j'espère que c'est un scoop pour personne. On voit donc comment, si on remonte dans le passé, vous voyez que la Terre tournait plus vite dans le passé. En théorie, ça devrait faire une belle ligne comme ça, presque droite, hein, parce que c'est quasiment constant. Mais en fait, vous voyez qu'ici, il y a un plateau. On est certain qu'il y a un plateau parce que quand on regarde les fossiles, il y a des moyens indirects de voir quelle était la périodicité de la rotation de la Terre sur elle-même. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a eu un long plateau, on pense, en gros dans toute la période précambrienne, de 2,5 milliards d'années à peu près 800 millions d'années dans le passé, où la Terre a été bloquée avec la même période de rotation. C'est-à-dire que cet effet a été annulé. On pense qu'il y a un phénomène de couplage résonant. Enfin, c'est pas encore complètement, mais avant ça, par contre, on sait que ben voilà, c'était beaucoup plus court. Donc finalement, ben, voilà, on peut, en faisant de l'archéologie, la paléontologie, surtout de la géophysique, remonter à la périodicité de la Terre autour de son axe épaules dans le passé. On sait qu'elle a ralenti au cours du temps. Alors attention, là je vous parle de l'effet de marée de la Lune sur la Terre. Mais étant donné les forces en présence, vous vous doutez bien qu'il y a aussi un effet de marée de la Terre sur la Lune qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Et effectivement, il est tellement fort que sur la Lune, eh bien, les forces de marée ont déjà achevé leur travail. Je vous dis que sur Terre, la Lune a tendance à ralentir la rotation de la Terre. Jusqu'à quel point ? Ben, on peut revenir juste à ce schéma-là. J'ai oublié de le dire, mais elle a envie de ramener la Terre à quoi ? À ce qu'on appelle une rotation synchrone. C'est-à-dire, elle a envie de ralentir la rotation de la Terre jusqu'à ce que la Terre tourne à la même vitesse sur elle-même que la Lune autour de la Terre. Parce que dans ce cas-là, eh bien, ici, ça sera toujours aligné. Parce que les deux mouvements seront les mêmes. Donc, cette force a tendance à vouloir ralentir la Terre pour la faire tourner de manière synchrone avec la Lune qui tourne autour de nous. Mais on en est loin. Hein. On est encore à 24 heures versus 27, quelques jours. On en est très loin. Par contre, pour la Lune, c'est déjà fait. La Lune, j'espère que c'est un scoop pour personne non plus, la Lune est déjà en rotation synchrone. Hein. La période de rotation de la Lune sur elle-même est déjà égale à sa période orbitale autour de la Terre. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'effet de marée de la Terre sur la Lune est considérablement plus fort que l'effet de marée de la Lune sur la Terre. Donc la Lune est déjà bloquée dans une rotation synchrone, et c'est pour ça que la Lune présente toujours la même face vers la Terre. C'est à cause des effets de marée. Le fait que vous voyez toujours le même côté de la Lune, quelque chose que vous pouvez constater tous les soirs, encore une fois, c'est dû au même phénomène qui fait qu'au bord de la mer monte et descend. C'est un effet de marée. Alors, un petit peu d'histoire, un petit peu d'astrophysique. Donc, pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, on n'a donc vu qu'une moitié de Lune. Hein. On a vu la face de la Lune toujours tournée vers nous. Il a fallu attendre l'année 1959 pour que la sonde soviétique, à l'époque, Luna 3, prenne une photo de la face cachée de la Lune. Et voici donc une photo historique. Hein.
qui est la première photo de la face cachée de la Lune, prise en 1959. Donc, on fête cette année les 60 ans de la première photo de la face cachée de la Lune. Alors, pour être franc, on va dire que par rapport à la Lune, cette année, ce n'est pas exactement cet anniversaire-là qu'on va fêter en priorité. Il y en a un autre qui est encore plus important, on va dire. C'est en fait évidemment les 50 ans de l'homme sur la Lune. Hein. Donc, la Lune est pas mal liée au chiffre 9. Donc, on va beaucoup parler de la Lune cette année. Mais vous voyez que même, en fait, les missions Apollo sur la Lune, on va voir dans quelques instants que ça aussi, c'est un petit rapport avec les effets de marée. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on a pris d'autres photos. On a pas mal de sondes qui ont orbité autour de la Lune. Et aujourd'hui, on connaît très bien, l'intégralité de la surface de la Lune. Vous avez ici la face visible, celle que vous voyez depuis que vous êtes né, et la face cachée qui a été vue par des sondes et même par des astronautes. Hein. Les astronautes des missions Apollo ont tous fait un tour, ou même plusieurs, autour de la face cachée de la Lune. Donc ça a été vu par des sondes, des robots et par des astronautes. Alors, la Terre a bloqué la Lune continue à ralentir la Terre, et ça, c'est un effet encore plus important finalement. C'est qu'il y a une loi de la physique qui veut que le moment cinétique total du système doit être conservé. Le système Terre-Lune, son moment cinétique total doit être conservé. Il y a 3 composantes dans ce moment cinétique, c'est le moment cinétique dû à la rotation de la Terre sur elle-même, le moment cinétique dû à la rotation de la Lune sur elle-même, et le moment cinétique dû à la rotation de la Terre et de la Lune autour d'elle-même. Vous avez 3 composantes. Et ça, la somme des 3 doit être constante. Alors on a vu qu'il y en a un qui ne bouge plus trop, c'est le spin lunaire. En revanche, le spin, c'est la rotation sur elle-même de la Terre, elle ralentit, il diminue, parce que la Terre ralentit. Donc, pour que ces 3 termes soient constants, il n'y a pas 36 solutions. Si ce terme-là ne bouge pas, ce terme-là diminue, il faut que ce terme-là augmente. Il faut que le moment cinétique orbital de la Terre et de la Lune, l'une autour de l'autre, augmente. La seule solution pour augmenter, il faut que la Lune et la Terre s'éloignent l'une de l'autre. Et c'est vrai. La Terre et la Lune s'éloignent l'une de l'autre. J'ai été plus loin. Et c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Et on le mesure, justement, grâce aux missions Apollo. Alors, si par hasard, au cours de cette année, il y a de fortes chances qu'il y ait une résurgence de toutes ces théories absurdes du complot qui vous disent que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Alors si parmi vos connaissances, vous avez quelqu'un qui croit à cette absurdité que l'homme n'est pas allé sur la Lune, vous avez l'argument massu, l'argument canon qui est la preuve à 100,00% que l'homme est bien allé sur la Lune, c'est que les astronautes des missions Apollo sur la Lune, à part saluer le drapeau, ils ont fait plein d'autres choses très intéressantes. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'ils ont posé sur la Lune des miroirs. Alors, ce n'est pas juste des miroirs comme dans votre salle de bain, c'est des miroirs un peu sophistiqués, hein, des miroirs qui font que, quel que soit l'angle sous lequel vous les éclairez, ils vont renvoyer un faisceau dans la direction perpendiculaire. Alors, ces miroirs, vous en avez un là. Ça, c'est celui qui a été posé par... je pense que celui-là, c'est celui qui a été posé par Armstrong et Aldrin, mission Apollo 11, mais toutes les missions Apollo quasiment ont posé des miroirs. À ma connaissance, je crois que toutes les 6 missions Apollo qui sont posées sur la Lune ont posé ces miroirs sur la Lune. Et ces miroirs, pourquoi on les a posés ? Parce qu'on les a posés pour qu'on puisse tirer au laser sur ces miroirs et recevoir en retour le signal laser renvoyé par le miroir. Pourquoi on voulait faire ça ? Pour mesurer la distance de la Lune. Connaissant la vitesse de la lumière, vous envoyez un signal laser, et si vous mesurez très exactement le temps aller et retour de ce signal pour revenir sur Terre, vous mesurez très précisément la distance de la Lune. Et vous ne pouvez faire ça que s'il y a un miroir sur la Lune. Parce que s'il n'y a pas de miroir sur la Lune, si vous tirez au laser sur le sol de la Lune, le laser ne va absolument pas revenir vers vous. C'est impossible, c'est scientifiquement impossible. Il faut qu'il y ait un miroir physique, là, construit par l'homme, qui est sur la Lune et qui vous renvoie la lumière. C'est la preuve à 100% que l'homme est allé sur la Lune et a posé des miroirs sur la Lune. Et grâce à ça, on a mesuré l'éloignement de la Lune, et on le connaît aujourd'hui. La Lune et la Terre s'éloignent l'une de l'autre de 3,8 cm par an. 3,8 cm par an, et ça, on le fait. On peut le faire grâce aux missions Apollo et aux choses qu'ils ont posées sur la Lune. Donc vous voyez que grâce aux effets de marée, vous pouvez prouver que une théorie du complot est complètement fausse.
Allez. Cette fois-ci, maintenant, on va prendre du recul. On a vu le système Terre-Lune. Maintenant, on va voir quelques petits exemples, dans le quart d'heure qui nous reste, dans le système solaire, qui sont des applications aussi des effets de marée. Alors, l'application, on pourrait se dire, des marées solaires la plus forte, on pourrait spontanément, c'est se dire, c'est forcément la planète la plus proche du Soleil qui subit les effets de marée les plus forts dus au Soleil. C'est vrai, c'est la planète Mercure. Alors, elle est à peu près à 50 millions de kilomètres du Soleil, c'est-à-dire qu'elle est 3 fois plus près du Soleil que la Terre. Donc, comme les effets de marée sont au cube de la distance, ça fait 3 au cube fois plus fort, c'est presque 30 fois plus fort. Elle est à peu près 2 fois et demi plus petite que la Terre. Et vous voyez, et la chose très étonnante sur Mercure, c'est qu'elle tourne sur elle-même en 58 jours, et elle tourne autour du Soleil en 88 jours. Alors, là, c'est les chiffres un peu arrondis, mais si vous faites le calcul très exactement, vous allez voir que Mercure fait très exactement 3 tours sur elle-même pendant qu'elle fait 2 tours autour du Soleil. Mercure, et elle est bloquée dans cette configuration-là. Mercure est bloquée, ce n'est pas un hasard, elle est bloquée dans ce qu'on appelle une résonance spin-orbite, spin sur elle-même, orbite autour du Soleil, 2-3. Pourquoi? À cause des effets de marée. On pourrait se dire, c'est quand même bizarre. Pourquoi ça ne fait pas comme pour la Lune? Pourquoi Mercure n'est pas dans une orbite synchrone? Alors, ce n'est pas évident à expliquer. La solution, la manière la plus, on va dire, basique d'expliquer ça, c'est que, contrairement à la Lune, Mercure est sur une orbite très excentrique, enfin excentrique par rapport au Soleil. L'orbite de Mercure est excentrique par rapport au Soleil. Elle n'est pas circulaire. C'est-à-dire que, suivant l'endroit où Mercure est sur son orbite, eh bien, l'effet de marée est plus ou moins fort. Et comme ça varie au cube, il est vraiment plus ou moins fort. Eh bien, la combinaison de l'ellipticité de l'orbite de Mercure et de la structure aussi un peu interne de Mercure fait qu'elle s'est mise naturellement dans cette combinaison spin-orbite 2-3. C'est une particularité assez étonnante. Et ça explique aussi, ce spin-orbite 2-3 explique aussi d'autres caractéristiques de Mercure. Le fait que, il y a des différences de température extrêmement fortes sur la planète Mercure. Mercure, côté jour, le côté qui pointe vers le Soleil, il fait 430 degrés Celsius. Alors on pourrait se dire c'est normal, on est super près du Soleil. Par contre, le côté nuit de Mercure, il fait moins 170 degrés. C'est plus froid que la température la plus froide qu'on connaît sur Terre, qui doit être vers moins 90 au fond de l'Antarctique. Alors qu'on est extrêmement près du Soleil. Pourquoi? Parce que justement, vous avez, à cause de ces effets de marée, un jour qui est extrêmement long sur Mercure et une nuit extrêmement longue. Donc quand vous êtes côté jour, ça chauffe pendant longtemps, côté nuit, ça refroidit pendant longtemps, et puis évidemment, se rajoute là-dessus le fait que, ça c'est rien à voir avec les effets de marée, il n'y a pas d'atmosphère sur Mercure, il n'y a pas d'océan liquide qui a un effet de thermostat, donc il n'y a rien qui transporte, qui va égaliser les températures comme sur Terre à cause des mouvements atmosphériques et de la présence des océans. Maintenant, alors, autre exemple de ces effets de marée dans le système solaire, le satellite Io de la planète Jupiter. Io, ça a été une grande surprise de l'exploration spatiale dans les années 70, fin des années 70, avec les sondes Voyageurs, même déjà avant avec les sondes Pionnier, mais surtout les sondes Voyageurs. On s'est aperçu que Io, ce satellite de Jupiter, alors Jupiter, on est loin, on est 5 fois plus loin du Soleil que la Terre, on est à 750 millions de kilomètres du Soleil, il fait extrêmement froid. Par contre, sur Io, il fait extrêmement chaud, et le sol, rien que de manière purement psychologique, ça c'est Io en vraie couleur presque, on voit que, on sent bien qu'il se passe des trucs un petit peu bizarres sur cette planète. Il y a un volcanisme actif, c'est le seul endroit du système solaire, à part la Terre, où il y a un volcanisme aussi actif. Vous avez d'ailleurs ici, alors là c'est une combinaison de 2 images différentes, mais vous avez ici un volcan en éruption en direct sur Io. Et ce volcanisme sur Io, il est directement dû aux effets de marée de Jupiter. Parce que Io, c'est parmi les 4 gros satellites de Jupiter, qu'on appelle les satellites galiléens de Jupiter, celui qui est le plus près de Jupiter. Il est vraiment très près de Jupiter. Depuis Io, si vous faites une image de Jupiter, Jupiter c'est un monstre dans le ciel. L'effet de marée est très fort, et comme Io a une orbite elle aussi excentrique autour de Jupiter, qu'est-ce qui se passe? Alors, encore une fois, moi je vois bien sur mon PowerPoint, mais vous moins, vous avez ici l'orbite de Io. D'accord? Vous la voyez? Donc ici, quand Io est là et quand Io est là, les effets de marée sont beaucoup moins fort, ici, que là. Autrement dit, quand vous êtes près de Jupiter, les forces de marée vont avoir tendance à déformer le satellite de manière très forte. Mais au bout d'une demi-orbite, ça va être beaucoup plus faible. Donc en fait, ce qui se passe, et les effets de marée, il faut voir que ça ne joue pas que sur la surface d'un corps, ça joue
dans l'épaisseur du corps aussi. Donc en permanence, vous avez Io qui fait... Vous avez une déformation de toute la structure de Io. Ça frotte extrêmement fort, c'est quand même un corps qui fait à peu près la taille de Mercure, c'est quand même un monstre. Vous avez une déformation de l'excentricité de cette orbite qui en permanence fait une friction à l'intérieur de ce corps. Cette friction va le faire chauffer, va déclencher ce volcanisme extrêmement actif. Une autre manière de l'illustrer, regardez, c'est une photo en infrarouge, thermique, qui montre, regardez, ça c'est l'activité volcanique de Io à un instant donné. Tous les spots blancs, là, ce sont des volcans actifs à la surface de ce satellite Io. Donc, s'il n'y avait pas d'effet de marée, Io devrait être quelque chose d'extrêmement froid. Par exemple, les autres satellites galiléens de Jupiter sont froids. Il y en a un qui intéresse beaucoup les astrophysiciens qui s'appelle Europe, qui est un peu plus loin, qui est lui recouvert d'un océan d'eau, de l'eau, mais glacé, qui est vraiment froid. Mais Io, c'est l'enfer, c'est un corps avec un volcanisme extrêmement actif. Alors, maintenant, regardez un autre effet des effets de marée, c'est un effet destructeur des marées qui est lié à quelque chose qu'on appelle la limite de Roche. Alors, vous vous rappelez ce que j'ai dit à tout début de ma présentation, quand on a vu que la Terre était là par rapport à la Lune, et que le côté de la Terre qui est le plus près de la Lune a envie de se séparer du côté qui est le plus éloigné de la Lune. Mais ils ne peuvent pas se séparer parce que la Terre, la cohésion de la Terre fait qu'elle les empêche de le faire. Mais vous voyez bien que ce petit jeu-là, si on se rapproche de la Lune, si on se rapproche du corps qui produit l'effet de marée, à un moment donné, il ne va plus marcher. À un moment donné, l'effet de marée va être tellement fort qu'il va être supérieur à la force de cohésion de l'objet lui-même. À un moment donné, l'effet de marée va être capable de disloquer le corps. Et l'endroit où ça se produit, alors, si on veut le calculer très exactement, ce n'est pas facile parce que ça dépend de la structure interne du corps, de qu'est-ce qui fait que ce corps reste solide. Par exemple, ce n'est pas la même chose qui fait qu'un caillou de 10 cm reste compact et qu'une planète de 10 000 km reste compacte. Dans un cas, c'est la structure interne, les forces de tension interne, et dans l'autre cas, c'est la gravitation du corps. Mais il y a plusieurs moyens de calculer cette limite de Roche. Dans le cas, on va dire, le plus basique, c'est-à-dire on suppose que c'est un corps qui est complètement liquide et que c'est la force, sa propre gravitation, qui maintient le corps ensemble, eh bien, la limite de Roche, elle vaut environ cette formule un petit peu magique, c'est-à-dire qu'elle vaut à peu près 2,4 fois le rayon de la planète fois la racine carrée de la densité de la planète divisée par la densité du satellite. Donc pour des objets de même densité, en gros, la limite de Roche, elle est à peu près à 2,4 fois le rayon de la planète. Alors ça peut varier. Pour un corps solide, beaucoup plus fort, donc c'est les forces de cohésion solide qui le tiennent, la limite de Roche est plus près de la planète, parce qu'il faut quand même avoir une marée plus forte. Mais dans le cas liquide, le cas le plus simple, c'est comme ça. Et la limite de Roche, si on faisait une expérience de pensée et qu'on imagine un satellite, par exemple, qui se rapproche d'une planète, la limite de Roche, c'est la limite où il y a le trait blanc, là. Alors évidemment, si je fais comme ça avec le doigt, c'est peut-être pas la meilleure moyen, c'est ça. Si vous avez le satellite qui s'approche, quand il commence à s'approcher, il va commencer à se déformer à cause des effets de marée, de plus en plus fort. Et quand il arrive vers la limite de Roche, eh bien, vous avez cet effet de brisure qui va se cisailler. Les forces de marée vont détruire le corps. Et quand vous détruisez le corps, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, regardez, vous allez produire ici... Décidément, je suis fâché avec ma flèche. Vous allez produire ici, eh bien, au fur et à mesure, plein de débris qui vont partir plus vite ici, parce que, évidemment, une fois que les débris sont lâchés, par contre, ils vivent leur vie. Ils font ce qu'on a vu en tout début de mon exposé, ce dont ils rêvent de faire sur la Terre. C'est-à-dire qu'ils ont envie, comme ils sont plus près de la planète ici, ils vont partir en orbite plus rapide que ceux qui sont relâchés là, qui vont tourner moins vite. Donc, ça va faire comme ça. Donc, vous voyez bien qu'au bout d'un certain nombre d'orbites, ça va produire quoi? Ça va produire un système d'anneaux. Évidemment, j'imagine que vous pouvez presque tous, dans votre intelligence supérieure, deviner le transparent. Fermez les yeux. Waouh, voilà. L'application la plus spectaculaire des effets de marée, c'est bien entendu pour nous qui avons tout compris maintenant, les anneaux de Saturne. Les anneaux de Saturne sont une application directe des effets de marée. Le bord extérieur des anneaux de Saturne vous montre très exactement où est la limite de Roche. La limite de Roche, elle est là. Très exactement. Et vous voyez que ça a l'air de marcher. C'est 2,4 fois à peu près le rayon de Saturne. Pas tout à fait, parce que Saturne n'a pas tout à fait la même composition que ses anneaux. Saturne, c'est une boule d'hydrogène et d'hélium. C'est pas très dense. Saturne, c'est le seul corps du système solaire qui a une densité inférieure à 1. C'est-à-dire que Saturne, vous la mettez dans votre baignoire, elle flotte.
alors que les particules en orbite autour de Saturne sont un mélange de silicates, de roches et de glace qui ont une densité un petit peu supérieure à 1. Mais voilà. Donc, alors les anneaux de Saturne, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Alors, là, c'est juste une petite illustration pour vous montrer que les anneaux de Saturne, c'est pour ça qu'on dit les anneaux de Saturne, parce qu'il y en a plein. Alors, au début, on en voyait un, après, on en a vu deux. On leur donnait des noms au début, puis finalement, on a arrêté de leur donner des noms parce qu'il y en a tellement que c'est très dur. Les deux anneaux principaux, ce qu'on appelle l'anneau A et B, entre les deux, il y a ce qu'on appelle la division de Cassini. Et l'anneau qui nous intéresse le plus, nous, c'est celui qui est là, c'est l'anneau F, qui est vraiment la limite de Roche, est ici, dans les anneaux de Saturne. Alors, vous voyez que ce n'est pas tout à fait vrai ce que j'ai dit, il y a quand même certains anneaux diffus au-delà de la limite de Roche. C'est un peu compliqué à expliquer, mais ils sont là. Alors, quelque chose aussi de très important à savoir, c'est un résultat assez récent, c'est que depuis toujours, il y a un débat sur les anneaux de Saturne. Sont-ils là depuis toujours? Est-ce que Saturne a toujours été entouré d'anneaux? Ou est-ce que c'est un épiphénomène? On a de la chance de le voir en ce moment. Alors, pourquoi il y a ce débat? C'est parce que les anneaux de Saturne, c'est des petites particules en orbite autour de Saturne qui, à peu près chaque fois, tous les 2-3 tours qu'ils font autour de Saturne, vont cogner les unes par rapport aux autres, avec les autres. Elles vont se cogner, donc elles vont frotter les unes par rapport aux autres, elles vont perdre un peu d'énergie orbitale, et ça va faire que les anneaux de Saturne s'étalent vers l'extérieur, vers l'intérieur. Alors, il y a une théorie qui dit que les anneaux de Saturne qui s'étalent vers l'extérieur, quand elles dépassent l'anneau F, eh bien, elles dépassent la limite de Roche, et puis, une fois que vous avez dépassé la limite de Roche, eh bien, toutes les particules des anneaux de Saturne qui dépassent la limite de Roche vont se recoller entre elles, parce qu'il n'y a aucune raison de les disloquer, pour reformer des satellites. Il y a des gens qui pensent, un de mes excellents collègues s'appelle Sébastien Charnos, qui est presque le père de cette théorie, qui pense que certains satellites de Saturne se sont formés comme ça, c'était de la matière qui était dans les anneaux, qui a migré jusqu'à la limite de Roche, et dès qu'elle a dépassé, se sont accrétés pour faire des petits satellites qui ensuite, par interaction avec les anneaux, se sont éloignés. Et à l'intérieur des anneaux de Saturne, eh bien, il se passe un phénomène assez identique, où les anneaux dérivent vers la planète Saturne, et en plus, on le sait aujourd'hui, il y a un effet que certaines de ces particules vont être chargées électriquement, vont réagir avec le champ magnétique de Saturne, vont se dissocier et vont tomber, c'est une espèce de pluie magnétique sur Saturne, c'est un trou dans la baignoire, c'est-à-dire que les anneaux de Saturne, on le sait aujourd'hui, se vident sur Saturne, et il y a des gens qui ont fait une estimation, on pense que les anneaux de Saturne doivent se vider en à peu près 100 millions d'années. 100 millions d'années. Autrement dit, ça paraît long, 100 millions d'années, mais par rapport à l'âge de Saturne et du système solaire, 4,5 milliards d'années, c'est peu. Donc, à l'échelle du système solaire, a priori, les anneaux de Saturne, c'est un épiphénomène. Alors, juste pour vous montrer vraiment les effets de marée en action, vous avez ici un zoom sur la région où c'est le grand bazar, c'est juste à la limite de Roche. Ici, on est dans l'anneau F qui est vraiment là. Ici, vous avez un satellite au bord de l'anneau F qui s'appelle Prométhée. Et on est tellement à la limite que ce satellite est tout petit, il fait des petites perturbations, et ces perturbations, comme on est à la limite de l'anneau F, ça produit ce qu'on appelle des espèces de pseudo-satellites, des trucs qui sont pas vraiment en train de se détruire, mais pas vraiment de s'accréter non plus, que c'est à la limite, ça colle, ça se dissout, ça se reforme suivant là où Ptolémée. Prométhée se positionne. C'est quelque chose qu'on voit en direct grâce aux images formidables prises par la sonde Cassini, qui a travaillé pendant des années en orbite autour de la planète Saturne. Donc là, c'est vraiment les forces de marée en action, en direct. Et je vais terminer avec peut-être ce qui a été l'effet des forces de marée le plus spectaculaire de ces 25 dernières années. C'est quelque chose qui a été observé quand moi j'ai commencé ma thèse, au début des années 90. C'est une comète qui s'appelle Shoemaker-Levy 9, du nom des découvreurs. Alors, petite anecdote astrophysique. Quand vous découvrez une comète, automatiquement la comète porte votre nom à vous. C'est la loi de l'IAU, l'Union internationale. En revanche, si vous découvrez un astéroïde, là, vous pouvez lui donner le nom de qui vous voulez, votre chien, John Lennon, n'importe qui. Mais par contre, une comète, vous n'avez pas le choix, c'est votre nom à vous. Et si vous en découvrez plusieurs, par exemple, si vous en avez découvert 9, la 9e, elle s'appelle Shoemaker-Levy 9. Et cette comète, voilà ce qui lui est arrivé. Elle est passée très près de Jupiter, tellement près de Jupiter, que les effets de marée de Jupiter l'ont détruite. Et on l'a vu en direct. Les observations télescopiques ont montré, je crois que c'est avec le Hubble Space Telescope, cette comète se désintégrer littéralement à cause des effets de marée avant de percuter Jupiter. Et on a vu ensuite les impacts successifs de ces morceaux de comète qui ont impacté la planète Jupiter. Donc c'était vraiment une illustration en direct extrêmement spectaculaire des effets de marée en action. Une comète
qui se désintègre à l'approche d'une planète géante et qui a percuté la planète. C'était il y a à peu près 25 ans, 25 ans aujourd'hui. Voilà. Et je vais m'arrêter là-dessus. Alors, juste pour vous dire que, pour vous rassurer, pas de problème. Nous, on est safe dans le système Terre-Lune. Hein. La limite de Roche dans le système Terre-Lune, elle est là, à peu près. La Lune, elle est là. Tout va bien. Et la Lune s'éloigne. Donc, c'est bon. La Lune ne va pas nous tomber dessus. On est tranquille. Hein. Elle est à peu près à 60 rayons terrestres, la Lune. La limite de Roche est à 2, quelques rayons terrestres. On est tranquille. Dormez relax ce soir. Même à Nantes, les marées ne vont pas augmenter. Tout va bien. Donc, c'est sur un message positif et d'espoir que je termine donc ma présentation et je réponds à vos questions. Voilà. Je me demandais pourquoi les anneaux de Saturne étaient tous coplanaires. Alors, ça aussi, c'est parce que vous avez des collisions entre les anneaux. C'est-à-dire qu'au départ, on pense que... Imaginons qu'au départ, ils n'étaient pas... Imaginons qu'ils étaient bien touchus. C'est-à-dire, imaginez que ce n'était pas un... Alors, attention, déjà, pour aller plus loin dans votre question, il faut savoir qu'aujourd'hui, les anneaux de Saturne sont incroyablement fins. Hein. C'est plus fin qu'une feuille de papier à l'échelle. C'est-à-dire que les anneaux de Saturne, ainsi que tous les... Je devrais savoir ça par cœur, mais là, évidemment, je ne sais plus. Tous les temps d'années, on les voit exactement par la tranche, on ne les voit plus. Les anneaux de Saturne, par la tranche, sont invisibles. L'épaisseur physique des anneaux de Saturne, vous savez, c'est combien? C'est à peu près 1 mètre. Quelques mètres. Alors, comme il y a des ondulations, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est de la tôle ondulée qui fait à peu près 1 kilomètre, mais l'épaisseur physique, à un moment donné, c'est 1 mètre. Alors qu'ils font des centaines de milliers de kilomètres de large. 1 mètre, centaines. Donc, c'est extrêmement plat. Pourquoi? Parce que les particules qui orbitaient autour se cognent en permanence. Chaque fois que vous vous cognez, il y a de la friction, vous perdez de l'énergie, et ça a deux effets. Alors, l'effet d'étalement dont je vous ai parlé, mais il y a aussi un effet d'aplatissement. Si vous partez d'un système où il y a des anneaux très épais qui tournent autour de Saturne, eh bien, le fait qu'ils se cognent les uns avec les autres, ils dissipent de l'énergie. La conservation totale de l'énergie avec la dissipation et la conservation du moment cinétique, encore une fois, fait que forcément, vous avez d'abord un aplatissement dans le plan équatorial, et ensuite, et en même temps, en fait, un étalement dans ce plan équatorial. C'est parce qu'il y a des collisions fréquentes entre ces particules. C'est la réponse courte. Moi, j'avais une question, c'est par rapport aux rayons que vous avez envoyés quand on avait envoyé sur la Lune. Ouais. Vous avez dit qu'il y avait des miroirs. Ouais. Mais je voulais savoir, parce que comment on peut être sûr que ce n'est pas un rayon qui possède une longueur d'onde telle qu'elle est réfléchie sur l'atmosphère de la Lune? La longueur d'onde, ça n'a rien à voir avec la longueur d'onde. Alors un laser, effectivement, c'est une longueur d'onde bien précise, mais c'est pas le fait que c'est une longueur d'onde. C'est-à-dire que le sol de la Lune, c'est du régolithe. C'est de la poussière extrêmement fine. Quand un rayon lumineux percute la Lune, il est comme n'importe quelle surface. Essayez de vous pointer. Vous pouvez regarder, vous pointez avec une lampe torche sur une plage de... Alors, je ne sais pas si vous êtes dans les Nantais ou pas dans les Nantais. Non. Alors, pour les Nantais, vous allez à la Baule, sur la plage, vous prenez une lampe torche, vous éclairez là. Je vous défie de voir la plage qui renvoie la lumière dans votre lampe torche ou dans les yeux. Parce que, en gros, c'est ça. Le sol de la Lune, c'est ça. C'est du régolithe. C'est pas vraiment du sable. On va dire que c'est un peu comme du sable. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais on va dire que quand même. Il n'a aucune raison, c'est impossible qu'il renvoie le rayon exactement dans la direction dans laquelle vous avez pointé. Ça n'a rien à voir avec la longueur d'onde. Ça n'a rien à voir avec la longueur d'onde. C'est la focalisation du retour. C'est forcément un miroir collimaté qui vous renvoie le rayon. Ça n'a rien à voir avec la longueur d'onde. Et là, vraiment, c'est impossible d'expliquer ça sans un appareil. Et même, attention, ce n'est pas un miroir comme dans votre salle de bain. Je dis, c'est en fait un petit peu plus compliqué que ça. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Mais c'est impossible autrement. Alors, c'est une parmi les 50 milliards d'autres preuves évidentes que l'homme est allé sur la Lune, mais celle-là, en général, elle est imparable. Voilà. Qu'est-ce qui permet de différencier les différents anneaux de Saturne? Alors, au départ, c'est juste la morphologie. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Cassini. Alors, Cassini, c'est quelqu'un qu'on aime bien à l'Observatoire de Paris, parce que c'est lui qui a fondé l'Observatoire de Paris, donc on en dit forcément du bien. C'est lui qui a vu le premier. Le premier qui a vu les anneaux de Saturne, c'est quelqu'un qui s'appelait Huygens. En fait, non, le premier qui l'a vu, c'est Galilée. Mais lui, il ne croyait pas que c'était des anneaux. Il pensait que c'était un petit peu comme chez moi, des pommes d'amour, là. Et en fait, non. C'est Huygens qui a compris que c'était un anneau qui entourait la planète. Et Cassini, il a vu qu'il y avait une division au milieu de l'anneau. Il y a une bande noire. Donc il s'est dit, il y a deux anneaux, l'anneau A, l'anneau B. Et ensuite, plus les instruments d'observation se sont perfectionnés, plus on a vu des structures de plus en plus complexes, et plus on a, à chaque fois qu'on voyait une structure qui se détachait bien des autres, c'est vraiment à l'œil au départ. On a donné des noms différents. Mais alors évidemment, aujourd'hui, si vous regardez une image d'anneau de Saturne prise aujourd'hui, voilà,
là, c'est un tel bazar, vous ne pouvez pas donner un nom à tout. Vous savez que même dans l'anneau A, il y a des milliers de sous-structures qui sont dues en fait aux effets de tous les satellites de Saturne, à la fois ceux qui sont dans les anneaux de Saturne, parce que j'ai menti par omission, il y a des satellites dans les anneaux de Saturne, même si on est dans la limite de Roche. Voilà. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais croyez-moi, ils sont là. Mais ces effets, ces satellites creusent des sillons, et même à l'endroit où ils ne sont pas, par exemple, la grande division de Cassini entre l'anneau A et B, on pense que c'est dû à un satellite qui est à l'extérieur, qui s'appelle MIMAS, qui creuse encore à cause de ces effets résonants. Donc c'est le jeu complexe de l'orbite de ces particules autour de Saturne, des collisions qu'elles ont entre elles et de l'effet de tous les satellites de Saturne qui créent ces structures, ces sillons dans les anneaux de Saturne. Mais quand on donne des noms aux anneaux de Saturne, au départ, c'est vraiment à l'œil. Voilà, on voit un anneau là, on l'appelle A. Il y avait une question par ici. Oui. Donc, est-ce que, puisque la Lune s'éloigne petit à petit de la Terre, du coup, les forces de marée réduisent? Alors, oui, évidemment, plus la Lune s'éloigne. Alors, cette vitesse de 3,8 cm par seconde, c'est la configuration actuelle. Évidemment. Par an. Par an, oula, par seconde, oui. Je suis fatigué. 3,8 cm par an, c'est évidemment la situation actuelle. Plus la Lune s'éloigne, plus cet effet diminue. Alors, il y a une autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la Lune va quitter la Terre un jour ou l'autre? Non, car rassurez-vous, la Terre sera détruite avant. Le Soleil va mourir avant que la Lune quitte la Terre. Donc tout va bien, on ne le verra jamais, on sera mort, brûlé avant de ne plus voir la Lune. Voilà. Dans 5 milliards d'années, vous avez le temps. J'aurais aimé savoir, on a observé ces effets de marée à des échelles très très grandes, Ouais. mais est-ce que dans des échelles comme l'infiniment petit, on a des phénomènes similaires qui sont observables? À ma connaissance, non, parce qu'il faut vraiment... Alors après, les effets électromagnétiques, la différentialité électromagnétique, là, je sors de mon domaine de compétences, mais je n'ai pas connaissance de... Non, c'est difficile de répondre, mais dans les phénomènes de marée à grande échelle, la seule force qui est importante à très grande échelle, c'est la force de gravitation. Donc c'est le champ naturel d'expression des forces de marée. Quand on est à beaucoup plus petite échelle, toutes les autres forces, électromagnétiques, nucléaires, interactions faibles, tout ça entre en jeu. Alors je ne sais pas s'il y a l'équivalent, mais en tout cas, ça ne peut pas être la même chose. Ouais, c'est forcément pas la gravitation, ça c'est sûr. Mais il peut y avoir peut-être une différentialité de ces forces, parce qu'elles aussi sont en 1 sur quelque chose, la distance, pour certaines d'entre elles en tout cas. Peut-être, mais après, attention, mais là on n'est plus en physique classique, on est en physique quantique. De la même manière qu'au bout d'un moment, les effets de marée, quand on est à une échelle vraiment très très grande, il faut commencer à prendre en compte les effets relativistes aussi. Donc là, le système GER, c'est parfait pour les gens comme moi qui sont moyennement intelligents, c'est que c'est suffisamment gros pour que ça ne soit pas quantique, et c'est suffisamment petit pour que ça ne soit pas relativiste. Donc c'est très simple, ça utilise une force que vous avez tous vue au lycée, que vous verrez en prépa, voilà, il n'y a pas besoin de se creuser trop les ménages. Oui, une question, Arnaud? Ah. Oui, c'était par rapport au fait qu'on avait vu que le Soleil avait un effet de marée de à peu près un tiers de la force du même effet de marée de la Lune sur la Terre, et que la Lune voulait ralentir la Terre pour que ce soit synchrone avec sa rotation. Est-ce qu'on aura la même chose sur le Soleil? Alors oui, mais c'est plus faible en fait. Effectivement, il y a aussi... oui, parce que par exemple, on voit que sur Mercure, c'est l'effet du Soleil qui a bloqué la planète. Alors, c'est pas synchrone, mais il y a aussi cet effet-là. Mais il est moins fort. Il est beaucoup moins fort. L'effet de la Lune est beaucoup plus fort. Alors, une question au premier rang, Arnaud, si tu veux bien. Merci pour votre exposé. J'ai à peu près tout compris. Par contre, vous avez montré donc un des phénomènes, on va dire, réels, ce qu'on observe véritablement. Vous avez montré donc un aspect théorique. Et est-ce que dans les recherches, il y a aussi un aspect expérimental qui essaye de reproduire, donc pas de ces phénomènes d'échelle, donc vous en avez peut-être un peu parlé, mais comme c'est quand même des forces assez mécaniques, est-ce qu'on arrive en laboratoire sur des expériences à reproduire les théories que vous nous avez exposées? Alors, simuler les effets de marée en laboratoire, c'est très très dur. Enfin, en théorie, c'est impossible parce qu'on n'est pas du tout à la bonne échelle. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est
au vu de l'intensité dynamique qu'on pense que les effets de marée ont, par exemple, sur un satellite comme Io, etc., de voir comment une certaine structure, un certain type de matière dans certaines températures va réagir à ça. Alors ça, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais ça, c'est des informations, parfois des informations de laboratoire qui peuvent nous renseigner sur comment, par exemple, des silicates chauffés à telle température, soumis à un stress dynamique qui varie suivant tel variant, comment ils vont réagir à ce stress dynamique. Ça, c'est les choses. Mais l'effet de marée lui-même, il est très dur à simuler. C'est plutôt de manière indirecte, au vu de ce que doit faire l'effet de marée, comment réagit un certain type de matière à une certaine température, etc. D'autres questions? Du coup, j'ai une question, c'est vous avez parlé de Io, mais est-ce que sur les autres satellites de Jupiter, il y a aussi des effets de marée aussi importants? Non, parce que, encore une fois, c'est 1 sur R cube. Io, il est de loin le plus près, c'est une manière de le dire, des 4 grands satellites de Jupiter. Donc il y a des effets de marée sur les autres satellites de Jupiter, mais ils sont plus faibles. Alors par contre, il y a par exemple un satellite de Saturne qui s'appelle Encelade, sur lequel on sait qu'il y a des effets de marée assez forts, mais pas suffisant. Alors, Encelade aussi, il y a des geysers qui s'échappent. Ce n'est pas vraiment du volcanisme, c'est plutôt des geysers. On pensait que c'était les effets de marée, et là c'est un cas où on a vu que les effets de marée, qui sont réels de Saturne sur Encelade, n'ont pas l'air d'être suffisants pour expliquer le fait qu'il se passe ça sur Encelade. Donc là, il y a autre chose, il y a d'autres théories. Donc oui, des effets de marée, mais attention une fois, c'est 1 sur R cube. Donc c'est vraiment toujours les corps qui sont vraiment les plus près. Alors oui, il y a un effet de marée en théorie sur Europe, sur Callisto, sur Ganymède, les 3 autres gros satellites de Jupiter, mais sur Io, c'est de très loin le plus fort. Voilà. Une question, oui. Vous nous avez montré un graphique montrant l'évolution de la durée d'un jour suivant les siècles. Est-ce que vous pensez qu'on va observer une plage à 24 heures ou qu'on va observer une augmentation de la durée d'un jour? Alors, comme je ne sais pas exactement à quoi était due la plage dans la période précambrienne, j'aurais du mal à répondre. A priori, il n'y a rien. Actuellement, alors là, il faut poser la question aux dynamiciens, les gens qui font de la mécanique céleste très avancée, des gens qui sont à l'Observatoire de Paris, un institut qui s'appelle l'IMCCE. Le grand pape de ces gens-là, c'est un monsieur qui s'appelle Jacques Lascar, qui étudie les effets à extrêmement long terme des effets orbitaux et de spin dans le système solaire. A priori, pour l'instant, il n'y a pas de raison, dans l'immédiat, dans les millions d'années qui viennent, on ne voit rien qui pourrait... De toute façon, c'est toujours en général dû à une résonance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une période qui va être en résonance avec un autre effet périodique, dynamique, comparable. A priori, pour l'instant, on ne voit rien à l'horizon. Mais je ne peux pas vous dire si dans 100 millions ou 500 millions d'années, il y aura peut-être un moment donné où on va être en résonance avec quelque chose d'autre dans le système solaire. Mais on ne sera plus à 24 heures à ce moment-là. Ah, on ne sera plus à 24 heures, ça c'est sûr. A priori, il n'y a pas de raison que 24 heures, non. Mais attention, c'est très lent. Encore une fois, c'est 1,7 millisecondes par siècle, cette variation. Mais des siècles, il y en a eu beaucoup. Vous nous avez montré une image du satellite Io et de l'activité des volcans et donc des températures. Et on voyait une espèce de démarcation à la moitié, où une première moitié avait l'air bien plus chaude que l'autre. Et c'est dû à quoi? Bonne question. Alors, je pense que ça, c'est le côté... vous avez ici, comme c'est en thermique, c'est le côté qui tourne vers le Soleil. Évidemment, le côté tourné vers le Soleil est aussi plus chaud parce qu'il y a un effet d'éclairage par rapport au Soleil. Alors, bonne question. Je l'attendais depuis le début de la séance. Je vais botter en touche. Je ne sais pas. Enfin, non. On va dire. Je vais être complètement honnête avec vous. Il n'y a aucune raison. Quand vous serez dans une carrière dans la recherche, j'espère, moi je serai parti plus longtemps, donc vous ne pourrez pas me faire de mal. Donc je vais répondre honnêtement, je ne sais plus si Io est en rotation synchrone ou pas. Mais attention, si elle est en rotation synchrone, c'est avec Jupiter. Hein. Elle n'est pas en rotation synchrone avec le Soleil. De toute façon, Io, il y a un jour et une nuit. C'est sur Io, c'est sûr. Parce que l'effet de marée, attention, celui dont je parle, c'est Jupiter. Hein. Donc la rotation synchrone éventuelle, c'est autour de Jupiter, pas autour du Soleil. Donc de toute façon, il y a jour et nuit sur Io. Ça, c'est sûr. Il n'y a aucune raison. Y a-t-il une autre question? Monsieur, récemment, la mission Cassini a été terminée. Et du coup, la sonde elle a pu atterrir en chute libre sur Saturne. Et par conséquent, il a passé la bande de Cassini qui n'était jamais atteinte avant. Et en fait, en descendant à cette altitude
minimale. Quelles ont été les nouvelles informations qu'il a pu récolter et qui pourraient être intéressantes pour nous les informations les plus importantes pour ce dont on vient de parler, c'est que quand Cassini a plongé dans Saturne même, dans les couches extérieures, on s'est aperçu que les couches extérieures de Saturne étaient en rotation plus rapide que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que Saturne, les couches extérieures, les couches intérieures, il y a une différentialité de période de spin de rotation qui est plus fort que ce qu'on pensait. Et on pense que ça, c'est ça qui a renforcé aussi cette idée que les anneaux de Saturne sont temporaires. Il y a cette idée de pluie magnétique sur Saturne, mais aussi, c'est très récent, on pense que cette rotation plus rapide de certaines couches de Saturne va en fait créer des dipôles. Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails. Ça va créer une différentialité du champ gravitationnel qui va accélérer aussi le vidage des anneaux de Saturne. C'est donc un argument supplémentaire. Cette plongée dans Saturne même, en fait, la structure de Saturne, ça a été un argument supplémentaire pour montrer que les anneaux de Saturne sont, de manière quasiment certaine, quelque chose de temporaire. On va dire que c'est ça, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui a été un des résultats majeurs. C'est pour la première fois, in situ, on a vu la vitesse des vents, la vitesse de rotation dans la planète Saturne. Voilà. Alors, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais poser une question, moi. Vas-y. Oui. Les anneaux de Saturne ont une centaine de millions d'années d'âge, c'est l'ordre de grandeur. Voilà. Bon, ça signifie qu'il y a 100 millions d'années, il y a un satellite qui a eu la très mauvaise idée de s'approcher de Saturne et qui a été détruit par Saturne. Des satellites, il y en a autour des autres grandes planètes. Quelle sera la prochaine grande planète qui verra la floraison d'un appareil d'anneaux aussi admirable qu'autour de Saturne? Alors déjà, il faut savoir que des anneaux, il y en a autour des 4 planètes géantes. Les anneaux de Saturne sont les plus spectaculaires, mais il y a des anneaux autour de Jupiter, de Neptune, d'Uranus. Alors, les deuxièmes plus spectaculaires, c'est Uranus. Là, ceux-là, on peut les voir au télescope. Neptune, vous avez des arcs autour de Neptune, et même il y a des anneaux très diffus autour de Jupiter. Mais attention, les anneaux de Saturne sont de loin les plus denses. Alors, comme ça a été dit là, la théorie, alors c'est pas sûr à 100% encore, c'est encore discuté, la théorie la plus populaire parmi les chercheurs, c'est que les anneaux de Saturne sont dus à la destruction d'un corps qui aurait été détruit à l'intérieur de la limite de Roche, qui aurait produit ces poussières, et depuis, ces poussières s'étalent et disparaissent. Il y a d'autres théories, alors il y a des théories plus alternatives, ce serait le bombardement météoritique qui arracherait de la matière à certains satellites qui sont au bord des anneaux de Saturne, qui alimenteraient les anneaux de Saturne avec ce flux météoritique. On pense que ça ne suffit pas. Mais voilà, en tout cas, c'est ça. Donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres satellites qui sont en danger de mort? Alors il y en a un qui est vraiment en danger de mort, c'est un satellite qui est autour de Mars. Mars a 2 satellites, Phobos et Deimos. Et Phobos, lui, il est suffisamment près de Mars pour que les effets de marée de Mars sur lui, au contraire, il est dans une position où il va plonger. L'effet de marée, c'est sur la Lune. Vous voyez que quand on est... Pardon, excusez-moi. Voilà, je m'embrouille, mais je vais essayer de répondre clairement. Je ne suis pas... Voilà. Vous avez ici... Alors, je veux juste revoir Voilà ce schéma-là. Ici, vous êtes dans un cas où la Terre tourne plus vite que son satellite. Mais avec Phobos, vous êtes dans le cas inverse. Phobos est sous l'orbite synchrone, c'est-à-dire qu'il tourne plus vite autour de Mars que Mars ne tourne sur elle-même. Donc là, l'effet de marée, c'est l'inverse. L'effet de marée, au lieu de faire s'éloigner le satellite de la planète, le fait tomber sur la planète. Donc on sait que Phobos, c'est mort, il va tomber sur la planète. Alors maintenant, le débat, c'est va-t-il être détruit par effet de marée avant de toucher le sol? Là, c'est plus technique parce que Phobos, c'est un truc tout petit. Ça fait quelques kilomètres de diamètre, c'est vraiment tout petit. Donc, il y aura des chances qu'il va être détruit, mais même s'il crée un système de débris et d'anneaux temporaires, ils vont être accrétés par la planète Mars. En revanche, si on remonte dans le passé, il y a eu un moment où la Terre avait un magnifique système d'anneaux. Il faut savoir que la Lune, la théorie la plus populaire aujourd'hui pour la formation de la Lune, suppose que la Lune, alors contrairement à ce qu'on pensait à un certain temps, n'a pas été capturée par la Terre. Ce n'est pas non plus un morceau de Terre qui a été directement arraché à la Terre. On pense que la Lune a été formée à peu près 50 millions d'années après la formation de la Terre. La Terre a été percutée par une planète hypothétique qu'on appelle Theia, d'après de la taille de Mars, qui a percuté la Terre. La planète la plus petite a été entièrement détruite par l'impact. La Terre a été en grande partie détruite, mais pas entièrement. Donc ça a produit une quantité énorme de débris
autour de la planète Terre. Ces débris se sont mis en orbite autour de la planète Terre, ont formé d'abord un tore. Alors je ne sais plus qui a posé la question sur l'aplatissement des anneaux. C'était le jeune homme là. Ensuite, à cause des effets visqueux, ces anneaux se sont aplatis autour de la Terre. Et ces anneaux, ensuite, ces débris, quand ils se sont refroidis, se sont accrétés pour former la Lune. Donc la Lune, là, c'est le phénomène inverse. Nous avons un anneau formé des débris de cet impact catastrophique dans l'histoire ancienne de la Terre, qui a donné naissance à un satellite, la Lune. Et pourquoi? Parce que la Lune, cet anneau a été projeté à une distance qui était au-delà de la limite de roche de la Terre. Donc là, on a le cas inverse. Attention, les théories de la Lune, ça change, pas tous les 4 matins, mais ça change rapidement. Donc ce que je vous dis là, si vous, comme je le souhaite, une bonne partie d'entre vous fait une carrière dans la recherche, il y a de fortes chances que dans 20 ans, ce ne sera plus la théorie qui... Moi, quand j'ai commencé, ce n'était pas comme ça que la Lune se formait. Maintenant, elle se forme comme ça. Donc voilà, il faut être humble. Hein. Ce n'est pas facile pour les chercheurs, mais il faut être humble. Alors sur cette réponse, je vous propose de conclure la journée. Il y aurait sans doute d'autres questions. Merci beaucoup encore une fois à Philippe Prévost pour sa présentation.